Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Pour Benjamin, partir vivre en Corée du Sud était un véritable défi personnel qu'il a voulu se lancer. Ce qu'il cherchait avant tout dans cette aventure, c'est être bousculé et remettre en question tout ce qu'il connaissait dans un pays où il n'a plus aucun repère occidentaux. Il revient sur ses années de vie là-bas en tant que professeur d'anglais et nous raconte avec beaucoup d'humour les rencontres improbables qu'il a pu faire en se laissant guider par son envie de découverte. Benjamin nous embarque dans son tourbillon de bonne humeur à la rencontre des Coréens. Son leitmotiv, aller vers l'autre et toujours dire oui à ce qu'on lui propose. Ces rencontres et ces riches aventures ont amené Benjamin à repenser ses apprentissages. Elles lui ont sans nul doute permis de mieux se connaître et de cerner sa mission de vie. Aider les voyageurs et expatriés à s'intégrer grâce à la langue et à la prononciation pour leur permettre de vivre pleinement dans leur pays d'adoption. Cet échange, c'est un shoot de bonne humeur, de positivité et surtout de découverte de l'autre, mais aussi de soi. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello Benjamin, bienvenue dans le podcast. Salut Adèle, merci beaucoup. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui et en plus on va parler de Corée du Sud et c'est un pays dont on n'a encore jamais parlé dans le podcast. On avait fait la Corée du Nord l'année dernière avec Ludoc dans la saison 2. Mais du coup, la Corée du Sud, c'est une première et je suis ravie que ce soit toi qui vienne nous en parler aujourd'hui. Je vais commencer par te demander de te présenter, du coup, de nous donner ton prénom, ton âge, la ville d'où tu viens et nous dire vraiment dans les grandes lignes ton parcours pro parce qu'on va être amené à développer pas mal dessus. Je m'appelle Benjamin Latour, je suis d'origine québécoise, donc ma mère vient de l'Ouest canadien, mon père est francophone d'un petit village au nord de Montréal. Je suis coach d'anglais, je travaille les accents, donc aider les gens à être vraiment à l'aise, parler anglais sans accent, confiant, etc. Et puis voilà, c'est ça. Maintenant, je vis à Montréal, je travaille à mon compte et puis c'est le cheminement de vivre dans plusieurs pays qui m'a rapporté ici. C'est génial. Et du coup, on va commencer dans le vif du sujet avec ton background voyage. D'où est-ce que te vient la passion du voyage, à ton avis? Quand j'étais tout petit, ma mère justement avait fait beaucoup d'échanges et elle a justement voyagé en Corée du Sud quand j'avais peut-être 4 ou 5 mois, donc très 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 jeune. Elle est partie en Corée du Sud, donc pour un petit bébé, c'est bon, pas idéal. Ma maman me manquait énormément. Et puis, depuis ce temps-là, il y avait beaucoup de Japonais, des Coréens, des Vénézuéliens, peu importe qui, des gens qui venaient de plusieurs pays chez nous. Et donc, j'ai été quand même exposé à plusieurs cultures dès un très jeune âge. Et donc, ça m'a un peu inspiré à voir d'autres cultures, connaître la différence, les langues. Et puis, j'avais, je pense, 12 ans quand je suis parti mon premier voyage. Et depuis, Wanderlust, comme ils disent en allemand. Est-ce que tu as beaucoup voyagé avec tes parents dans ton enfance? Quand même, oui. De 12 à 18 ans, j'ai quand même visité, juste avec mes parents, peut-être une quinzaine de pays. Donc, j'ai fait des projets de bénévolat, des projets de construction en pays défavorisés. C'était des voyages impliqués, quoi, à chaque fois. Ouais, c'est ça. Donc, c'était vraiment... ma mère avait vraiment une vision de la chose que
on voulait pas seulement arriver ou donner de l'argent à quelqu'un ou arriver, rester dans un gros hôtel et travailler quelques heures pendant la journée. C'était vraiment toujours une idée de s'intégrer dans la culture, vivre avec les gens avec qui on va travailler. Donc, pas juste des étrangers qui viennent s'établir, dire « Ah, on est les meilleurs, on construit, blablabla, bla, 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 bla. » On vit dans les petites cabanes, en construisant des plus belles maisons pour les gens au Guatemala, Ouganda, Cambodge, etc. Ah là, ouais, d'accord. Toi, quel type de voyageur tu es? Est-ce que toi aussi t'es comme ta maman maintenant quand tu pars en voyage quelque part? Comment est-ce que tu es? Je te dirais oui. En fait, parfois, je dirais même plus impliqué que ma mère à l'époque, dans le sens que oui, c'est clair que j'aime bien aller rester dans un bel hôtel de temps en temps, mais c'est vraiment plus l'expérience de rester avec des gens. Donc, les trucs comme le couchsurfing où j'ai vraiment la chance d'avoir des amis vraiment partout dans le monde, dans au moins une trentaine, quarantaine de pays. Donc, des gens que je peux visiter à chaque fois, manger dans le restaurant, dans le petit coin caché, dans une ruelle et parler avec la vieille dame qui joue aux échecs, ou le monsieur boucher qui fait ça depuis 45 ans. C'est le genre de choses que j'aime bien faire. Off the beaten Donc le path, on dit en voyage, anglais. ça rime aussi un peu avec rencontre pour toi, j'ai l'impression. Absolument. Rencontre, nourriture, expérience, connexion. Si je vais voyager quelque part et je rencontre personne, c'est raté. D'accord, ouais, je comprends. Et ben du coup, on va commencer à parler de la Corée du Sud. Est-ce que tu peux nous resituer un peu le contexte de comment tu t'es retrouvé en Corée du Sud et peut-être même avant, comment est-ce que tu t'es dit, allez, je pars en Corée? Beaucoup des gens que je rencontre, justement, tout le monde a un différent concept de la zone de confort. Et pour moi, j'ai souvent été presque mal à l'aise à vivre dans mon propre environnement, mon propre pays, soi-disant, entre guillemets. J'ai souvent été à l'université, justement, j'ai passé 4 ans à McGill. Et avant ça, j'avais vécu en Autriche et j'avais vécu en Pologne pendant mon secondaire. Et ça faisait en sorte que, pour moi, être dans un environnement quasi trop familier était, on dirait presque difficile. J'aimais bien ça, je connaissais beaucoup de gens, mais j'avais le manque de voyager, de vivre des nouvelles expériences. Donc, quand j'ai terminé l'université, j'ai étudié en linguistique et en sciences politiques. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est les dynamiques de pouvoir, comment est-ce que les relations entre les humains, entre les statuts sociaux, affectent la manière dont on parle, comment on communique, et vice-versa. Comment est-ce que notre façon de parler peut affecter la perception des autres envers nous et notre capacité d'avancer. Donc, une fois que j'ai terminé l'université, j'avais planifié faire des voyages en vélo autour de l'Europe, mais finalement, longue histoire, ça s'est pas passé comme ça. Et puis, en terminant l'université, je suis allé enseigner l'anglais en Corée. Je suis parti dans un petit village à environ 1 heure de Séoul pour enseigner l'anglais, vivre, apprendre la culture et vraiment m'imprégner dans l'environnement. Mais qu'est-ce que tu avais fait comme études? Tu avais fait des études dans l'enseignement ou quelque chose comme ça? J'avais étudié vraiment dans les études de la langue, donc la science de la langue, la linguistique. Ah ouais, ok. Et donc, comment est-ce que tu as trouvé ce petit village en Corée? Comment est-ce que tu as organisé tout ça en fait? J'ai trouvé des recruteurs en ligne, donc heureusement Ah, avec ok. l'Internet, j'ai pu Mais c'est tout ça. simplement trouver des recruteurs des écoles en Corée qui, eux, cherchaient des enseignants. Et puis, puisque bon, j'avais l'expérience un tout petit peu à enseigner, j'avais une passion pour les langues, je suis parti là-bas. Je voulais vraiment éviter d'être dans la grande ville de Séoul, la métropole tout au début, parce que je savais que ça serait trop facile de rester avec des étrangers, de passer du temps avec des Français, des Américains, peu importe, et ne pas apprendre la langue. Et là, c'est ce que souvent les gens font. Ils arrivent dans un autre pays et ils se font plein de nouveaux amis australiens. Ouais, non, mais je comprends. Tu vois, moi, je viens d'arriver au Québec il y a 2 mois.
Et bon, tu vas me dire, bon, ça, c'est francophone, mais du coup, je traîne beaucoup plus avec des Français, tu vois. Voilà, exactement, exactement. Donc, je me suis dit que, bon, si je suis environ 1 heure de la grande ville, ça serait assez proche pour pouvoir y aller le week-end, mais assez loin pour que je dois vraiment me débrouiller. Et est-ce que tu sais, toi, d'où est-ce que ça te vient cette passion? Parce que je pense que c'est de la passion pour la langue, ta curiosité autour de la langue. Ben, ça vient justement de mon expérience quand j'étais tout petit et aussi en grandissant. J'ai souvent été dans des situations où il fallait que j'interagisse avec des gens et à force de ne pas pouvoir parler la langue de la même manière ou d'avoir un drôle d'accent ou de pas se faire comprendre, les gens te prennent moins au sérieux. Ils sont moins prêts à t'inviter chez eux ou de t'accueillir ou de faire des activités avec toi parce qu'il y a un certain malaise qui se passe quand on n'arrive pas vraiment à communiquer. Donc, pour moi, c'était vraiment un intérêt de construire des ponts à travers des cultures, de pouvoir communiquer, vivre des meilleures expériences et permettre aux autres de faire la même chose. Et pour l'Asie, tu disais que c'était aussi ben, le fait que ta maman avait été en Corée. Et est-ce que toi, tu avais développé peut-être ouais, une attirance particulière pour l'Asie ou pas? C'est pas spécifiquement pour l'Asie. En fait, ce qui m'intéressait plutôt à la Corée et bon, l'Asie en général, c'était ce concept que c'est tellement loin, c'est tellement détaché de notre culture, de tout ce qu'on connaît. Moi, ce que je cherchais après mon bac, c'était le dépaysagement. Je voulais vraiment être dépaysé, porté quelque part où je connais personne, je connais rien. Je dois apprendre une langue qui n'a aucun point de repère avec les langues que je parle déjà. Euh, Bref, avant d'aller en Corée, je parlais déjà 4 langues couramment, mais c'est tous des langues européennes. Et donc, je me disais, bon, si je pars en Asie, je pars de zéro. Et j'imagine que tu as déjà rencontré beaucoup de gens qui sont comme ça, des gens qui se disent que en partant de zéro, c'est à ce moment-là qu'on va vraiment avoir le plus de croissance. On grandit le plus quand on doit partir de zéro. C'est super intéressant ce que tu dis. C'était quoi tes toutes premières impressions quand t'es arrivé en Corée? Est-ce que tu te souviens? Je peux te conter une histoire. Bien sûr. Environ 3 4 jours après que j'arrive en Corée, j'étais assis dans mon appartement, tout seul. Et bref, je suis pas au centre-ville. Donc, il fallait que j'aille au centre-ville, me chercher des pantoufles, de l'huile, des ingrédients pour cuisiner, me faire un repas, quoi que ce soit. Et j'avais aucune idée comment me rendre. J'étais à environ 45 minutes, d'après Google Maps, qui d'ailleurs ne fonctionne pas très bien en Corée. Ce que j'ai appris après le fait. J'arrive, j'ai aucune idée comment m'y rendre, je parle aucunement la langue. Heureusement, le coréen a un alphabet qui se lit très facilement. Mais ça, c'est pour plus tard. Mais bref. Euh, J'avais ce sentiment de peur profonde, une vraie terreur, un tremblement de « Oh shit, j'ai aucune idée de ce que je fais. Je me suis rentré dans quoi, là? Comment je vais faire pour m'en sortir? Je suis vraiment rendu loin, vraiment, j'ai aucune idée. » Et en même temps, j'étais assis sur mon lit, en train de rire de moi-même. J'ai souvent vécu dans plusieurs pays et je connais c'est quoi l'expérience d'être dépaysagé et de m'adapter et j'ai déjà suivi le processus. J'ai aidé des gens à le faire. Mais d'être en même temps terrorisé et puis sachant que tout allait bien se dérouler, c'était un genre de conflit interne où je ne pouvais pas... Tout ce que je pouvais faire, c'est rire. Je peux pas m'empêcher de rire de moi-même. Voyons, ça va aller, ça va, ça va être correct. Inquiète-toi pas. Bref, j'ai trouvé l'autobus. Pas certain que c'était le bon autobus. Je suis rentré au centre-ville. J'ai marché dans le marché. J'ai parlé à des gens un tout petit peu avec les douzaines de mots que je connaissais. Et je m'en suis bien tourné. Je suis rentré. Mission accomplie. Et puis, ouais, c'était des paysages. C'est vrai que ça doit être particulier parce que tu sais que tu as déjà vécu finalement ce genre de situation dans d'autres pays. Mhm. Et en plus, bah, que tu as choisi, toi,
on peut dire, d'élever le niveau à un level un peu plus compliqué, quoi. C'est de ton plein gré, quoi, que tu l'as fait. Ouais, c'est ça. Genre, environ 2 jours avant que je parte pour la Corée, je prenais une bière avec des amis et ils me disent, non, mais c'est fou ce que tu fais. Quoi ça? Mais tu pars à l'autre bout du monde. Ouais. Non, mais t'as pas compris. Genre, c'est fou ce que tu fais. Mais tu parles la langue? Non, pas vraiment. T'as déjà allé? Non. Tu connais quelqu'un? Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est vrai. Donc, c'était pas avant 48 heures avant que je parte que j'ai remarqué à quel point c'était fou comme idée. Mais, voilà. Je l'ai fait. Je suis content d'avoir fait. Est-ce que tu veux bien, du coup, nous raconter un petit peu ton travail, comment ça se passait là-bas, ce que tu sais exactement, et puis peut-être aussi les différences que tu as ressenties déjà en premier lieu? Au début, quand je suis arrivé, à vrai dire, j'ai pas eu tout à fait l'emploi que je recherchais, ou bien je m'attendais pas tout à fait à ça. Je suis arrivé, j'avais trouvé un job, j'ai signé un contrat, ils ont payé pour le vol pour m'y rendre. Et puis, je savais que j'allais enseigner à des enfants. Moi, ce qui m'intéressait plus en général, c'est connaître les gens, vivre vraiment la culture, et j'allais enseigner à des enfants. Ce que j'ai pas su avant d'arriver, c'était que principalement ma job, c'était d'enseigner la maternelle. Oh, très petit, hein, ouais. Ouais, donc la moitié de ma journée, c'était avec des enfants de maternelle et ensuite au primaire. Et puis, euh, ben, j'aime bien les enfants, j'avais déjà travaillé dans des camps de vacances, j'avais fait du babysitting, des trucs du genre. Donc j'étais à l'aise, mais quand j'arrive, je rentre dans l'immeuble et je vois ce qui se passe, je me dis, ah, ils étaient plus grands dans la photo. Mais bon, ça s'est quand même bien passé. J'ai rencontré d'autres gens qui deviendraient mes collègues de travail. Et puis, puisque j'arrivais vraiment avec l'intérêt d'apprendre la langue et d'apprendre la culture, j'ai très rapidement appris des gens autour de moi et je me suis bien connecté avec le staff, donc les gens qui travaillent et qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'interaction avec les profs étrangers. Parce que normalement, c'est des Américains ou des Australiens qui arrivent, qui connaissent aucunement la langue. Et moi, mon but, c'était d'apprendre et d'avoir une conversation avec monsieur, madame, tout le monde, très rapidement. Donc, j'ai bien aimé l'expérience de pouvoir parler avec la femme de ménage, ou avec celle qui fait les repas le midi, ou les petits-enfants, ou peu importe qui que ce soit. Encore une fois, la rencontre, la Exactement, fameuse. exactement. C'est de pouvoir connecter et parler avec les gens qui, normalement, n'auraient aucun point de repère pour pouvoir connecter avec nous. À part le fait d'avoir deux mains, deux yeux et compagnie, mais... Donc du coup, t'as fait ça combien de temps là avec l'anglais avec les petits comme ça? D'ailleurs, ils commencent vachement tôt les langues. Hélas, oui. C'est une longue histoire, mais bref, les Coréens, un peu comme les Japonais, euh, sont un peu forcés à apprendre très, très, très jeunes. Ils ont pas vraiment la même expérience que nous de pouvoir vivre l'enfance, de jouer, de se salir les mains. Dès l'âge de 3 ou 4 ans, ils sont déjà à la maternelle. Et pour eux, la maternelle, c'est on joue 20 minutes et on étudie 8 heures par jour. C'était une école privée, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais hélas, c'est un peu l'attente que genre la pression de société qui fait en sorte que les parents se disent qu'on devrait mettre nos enfants dès un jeune âge. Et puis déjà au primaire, les élèves, ils sont à l'école publique de, disons, 8 à 2 heures, et ensuite de 15 heures à 18 heures, ou 19 heures, 20 heures parfois, ils vont à une autre école pour ensuite apprendre les maths, l'anglais, le piano. Ah ouais. Ils ont pas de vie, en fait. Hmm. Et est-ce que du coup tu veux peut-être continuer là sur ce sujet et nous dire peut-être tout ce qui t'a ouais marqué, surpris, interloqué dans cette nouvelle culture que tu connaissais absolument pas? Ben, un truc que j'ai très rapidement remarqué, c'est que la culture coréenne est très collectiviste. Donc les gens, ils font tout ensemble. Ils vont manger ensemble, justement. En fait, je me demande un peu, ça a l'air de quoi en contexte COVID, mais les repas se déroulent tous ensemble, les gens. Ils vont avoir quelques gros plats dans le milieu. Les gens ont individuellement une toute petite assiette et tout le monde mange du gros plat au milieu.
Donc, quand on va au restaurant, en fait, Ah oui, d'accord. ouais, souvent quand on va au restaurant, on n'a pas le droit de s'asseoir tout seul. Donc, ils vont pas admettre un groupe de une personne pour manger parce qu'ils ont seulement des repas avec des grosses portions pour au moins 2, 3, 4 personnes. Donc, c'est vraiment fait pour partager. C'est très anormal de manger seul, tellement que les restaurants ne le permettent pas. C'est pas arrangé pour que tu puisses avoir un repas tout seul. Bon, c'est clair que oui, tu peux aller au McDo puis prendre un Big Mac et manger solo, Oui. mais c'est plus le genre de choses que tu vas faire si tu travailles jusqu'à 3 heures du matin et il y a personne d'autre. Mais même là, c'est vraiment une culture comme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les gens sont go, 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 toujours très social, toujours manger ensemble, toujours parler ensemble, toujours travailler ensemble. C'est assez rare que les gens font les choses tout seuls, en fait. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui t'a vraiment marqué dès que t'es arrivé, quoi. Ouais, bien sûr. Je suis une personne, je me dirais, généralement extravertie, mais ambivert, on pourrait dire, dans le sens que je suis très à l'aise solo ainsi qu'avec d'autres. Mais j'ai senti un petit peu un conflit interne en arrivant, Ah, dépaysé, je connaissais personne, et de rapidement voir que la culture n'accepte pas, entre guillemets, d'être seul. c'est étrange, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon intérêt pour la langue et la culture. Vu que la Corée, c'est tellement un pays loin, qui a été isolé du reste du monde pendant 95% de son histoire, 5000 ans, on pourrait dire. Et à chaque fois que un autre pays, une autre culture venait en Corée, c'était toujours pour la guerre, les envahir, ou la guerre ou les envahir, voilà. Le Hmm. Japon, la Russie, la Chine, c'était toujours des gens qui venaient pour piller le pays. Et pour la première fois dans l'histoire, on voit avec le K-pop, les films, etc., beaucoup de gens s'intéressent à la Corée. Et ils sont pas là pour prendre ou voler des choses du C'est pays, vrai, ça. mais ils sont là parce qu'ils veulent être là. Et pour eux, c'est fou en fait. Les gens, ils arrivent pas tout à fait à comprendre que ils s'intéressent vraiment à moi. Ils s'intéressent vraiment à ma culture. Et en particulier, si tu sais parler la langue et t'arrives à bien parler avec un bon accent et tu connais les bonnes expressions et tu connais l'histoire et tu veux aller visiter les choses, les gens sont très, très, très contents de s'ouvrir à toi. Et, je veux dire, un peu malheureusement, mais il y a beaucoup de gens qui vont justement en Corée parce qu'ils sont super gros fans de K-pop. Et c'est cool, mais beaucoup des gens en Corée, ils sont un peu... Ils voient les gens qui arrivent de divers pays, ils sont passionnés de K-pop, mais ils parlent aucunement la langue, ils connaissent zéro la nourriture, zéro la culture, ils veulent juste voir BTS. Et donc ils disent, ah ouais, c'est cool, vous venez en Corée. Hey, est-ce que t'as goûté à ça? Non, non, je viens pour BTS. Est-ce que t'as vu ça? Non, 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 je viens pour le K-pop. Et donc, il y a un peu de... Les gens sont très contents quand t'es là pour la culture, pour la langue, et tu Ok, t'intéresses à ouais. eux, pas juste leurs produits médiatiques. C'est ça, ouais, j'allais te demander justement comment est-ce qu'ils accueillent l'étranger, si comme tu dis, ils ont toujours été bah, envahis ou alors on est venu pour faire des guerres chez eux, comment est-ce qu'ils accueillent finalement les étrangers? Mais du coup, tu réponds à ma question. Si on vient que pour du K-pop, c'est vrai que ça va peut-être un petit peu C'est clair les que les gens vont décevoir. t'accueillir pareil. Tu vas quand même être bien accueilli, les gens sont Hmm, hyper chaleureux, mais si t'arrives et tu connais la langue, t'es capable d'écrire, de lire et écrire, tu peux avoir waouh. une conversation, et tu te gênes pas d'aller parler au vieux monsieur au coin qui vend des castagnes, ou si tu vas prendre un verre avec, je sais pas, une famille au sushi shop, peu importe. Les gens, ils vont vraiment s'intéresser à toi parce que tu t'intéresses à eux. Et généralement, les Coréens ne parlent pas très bien anglais. Un peu oui, certains oui, mais si tu arrives à te débrouiller pour que eux se sentent à l'aise de communiquer à leur manière et tu connais leurs coutumes, le monde s'ouvre à toi. Je me suis fait inviter à tellement d'événements,
de mariage, de fête de bébé, de bref, tout ce que ce soit, juste parce que je connaissais la langue, parce que je m'y intéressais. Et c'était pas grave si je faisais des fautes. C'était en apprenant, en le faisant que je m'améliorais et je me faisais inviter à plus de choses. Plus de choses, plus de choses. Et au final, j'ai fini par donner des voyages organisés pour des étrangers qui voulaient vivre la Corée. Tu peux peut-être nous raconter des rencontres importantes, fortes durant ton expérience? Une des rencontres les plus marquantes que j'ai eues, c'était justement avec une dame d'environ 50, ouais, dans sa cinquantaine, 55 ans. Et puis, justement, je sais pas si tu connais le DMZ. Non, ça me dit rien comme ça. Le DMZ, c'est justement la zone démilitarisée. Donc, c'est la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc, dans ce cas, oui. Ouais. Donc, bref, je suis allé, moi, ça m'intéressait beaucoup et à ce temps-là, à cette époque-là, je connaissais personne qui voulait y aller avec moi. Donc, j'ai embarqué dans un autobus, j'ai trouvé un voyage organisé qui m'apporterait justement voir. Et je suis allé solo, je connaissais personne et je rentre dans l'autobus, j'arrive un petit peu en retard parce que je trouvais pas. Et en entrant dans l'autobus, il y a à l'avant de l'autobus plein d'étrangers de plusieurs pays, des blancs, des noirs, peu importe. Et à la fin, en arrière de l'autobus, je vois que des Coréens. Et il y a une place de vide. Donc je me suis dit, OK, let's go. J'ai le cœur qui bat. Je sors de ma zone de confort. Je sens la ligne de ma zone de confort franchie. Donc je traverse, j'arrive en arrière de l'autobus et je m'assois avec que des Coréens de 40, 50, 60 ans qui parlent presque aucun mot d'anglais. Et eux, ils sont tous épatés. Mais qu'est-ce qu'ils veulent là? Assis avec nous. Et donc, j'essaie de parler un petit peu avec eux, avec le coréen, le peu de coréen que je pouvais. Eux, ils parlaient zéro anglais. Et puis, bref, à force de discuter, pour faire une longue histoire courte, elles m'ont invité à un autre événement pour aller visiter un autre palais quelques semaines après. J'ai accepté, je suis allé. Ils ont bien eu une expérience avec moi. Ils m'ont invité à souper chez eux. Ça s'est vraiment bien passé. Ils m'ont invité à un cours de danse avec eux. OK. Ils m'ont invité à un événement traditionnel, à un temple. Je suis allé. Et au final, je me suis fait inviter justement par cette dame au mariage de sa fille. Ah ouais, carrément. Qui était à 4 heures de route de Séoul. Et bref, j'avais peur d'aller à ce mariage parce que non seulement est-ce qu'elle voulait que j'aille à ce mariage, mais que je fasse un show à leur mariage. Bref, cette dame faisait partie d'une petite troupe de danse et elle faisait du Zumba et des trucs comme ça. Elle faisait une troupe de danse et elles sont un peu rigolos. Donc c'est pas des Coréennes typiques qui sont plutôt réservées, mais elles sont genre bien animées, elles connaissent pas les étrangers, elles parlent zéro anglais, mais elles font de la danse. Donc, elles voulaient que je participe à un show de danse qui en coréen s'appelle makchum, qui mettons traduit voudrait dire danse n'importe quoi. Donc c'était une chorégraphie non chorégraphiée. Le but, c'est vraiment de s'habiller en costume ridicule, mettre un maquillage vraiment mal fait, avec des perruques et... bref, un costume vraiment rigolo, et faire un show de danse un peu n'importe quoi, sur des chansons un peu n'importe quoi, pour le but d'être aussi ridicule que possible. Rendu là, je me suis dit... Au début, j'ai dit non, parce que j'étais un peu trop mal à l'aise. Et puis... Le lendemain, je l'ai appelé, j'ai dit « OK, let's do it ». Et c'était vraiment une des meilleures décisions de ma vie. Quelques semaines plus tard, elle m'a dit « OK, le meeting point, c'est à 7 heures le matin. On se rencontre, on rentre dans l'autobus et on fait 4 heures de route. Et ce sera toi, donc moi, avec environ une quarantaine de vieilles dames dans leur 50-60e qui parlent zéro anglais. » Donc, j'arrive, je vois l'autobus, je rentre, et aussitôt que je rentre dans l'autobus,
on me donne un kimbap, donc genre un sushi roll, et une cure de gueule de bois. Donc c'est genre une petite potion boisson qu'on boit pour éviter la gueule de bois. Et je me dis, il est 7 heures du matin, pourquoi on me donne ça? Je rentre dans un autobus. On démarre, et environ 15 minutes plus tard, une caisse de soju, donc l'alcool traditionnel de environ 20%. On sort une caisse de soju et on passe des bouteilles et des bouteilles en arrière de l'autobus et on voit toutes ces dames en train de boire du soju et on part à la machine de karaoké. Et donc ça finit par être un trajet de 4 heures où c'est moi et une quarantaine de dames coréennes font du karaoké absolument explosé dans l'autobus pour en finir au mariage de sa fille, pour faire un show ridicule. Et après le show, on fait la même chose 4 heures de route pour revenir. J'ai jamais vu autant de dames dans leur quarantaine, cinquantaine faire le party si extrême de ma vie. En fait, je m'imaginerais presque pas faire la même chose avec des gens dans leur vingtaine. et tout ça en coréen. Ouais, j'ai beaucoup appris. C'était... En gros, tu t'es incrusté dans un mariage coréen, quoi. Pour résumer. C'est ça. Mais ce qui est mieux, c'est que je me suis fait inviter à le refaire 2 ou 3 fois. Ah oui, carrément, en plus. Donc, ouais, c'était vraiment une expérience inoubliable. Tout à cause d'une rencontre. C'est ça, tout part d'une rencontre, ouais. Est-ce que t'en as d'autres à nous raconter comme ça? Oh, plusieurs. Que t'as envie de partager avec nous? Ouais, on pourrait bien. Je suis allé à un festival de musique, un peu au style Lollapalooza ou gros festival de musique en Corée. Et je suis justement allé avec mon patron, ce qui était intéressant. Donc le directeur de ton école, c'est ça? Ouais, donc en fait, quand j'étais en Corée, j'ai fait 2 jobs. La première job, j'enseignais des enfants, et la deuxième année, deuxième année et demie, j'ai enseigné des adultes à Séoul. Mais donc à ma première job, mon patron, justement, il est venu avec moi au festival de musique, lui et sa copine. Et sa copine a un peu trop bu. Et elle devait rentrer à la maison, il devait l'accompagner. Et donc, j'ai fini par être tout seul au festival de musique. Je connaissais personne, mais je me suis dit, bon, YOLO, let's go. Et il y avait un de mes artistes préférés qui était là, justement. Je suis allé en avant, je dansais, je m'amusais, c'était la folie. Et puis, à la fin du show, il y avait 2 gars, justement, en avant du show, premier rang, qui dansaient beaucoup avec moi. Et puis, on a parlé un tout petit peu, et je leur ai posé une question en coréen. Hey, c'est vraiment top que vous aimez ça et que cette musique existe ici. C'était du drum and bass, qui est pas super connu, mais j'étais un gros fan. Est-ce que vous savez où je peux écouter telle musique en Corée? Et ils me disent, ah ouais, t'es comme ça, toi. OK, let's go. Donc, ils m'ont acheté 3, 4, 5 verres et on a parlé toute la journée. Parce que eux, ils étaient justement, coréens, parlaient très peu anglais. Et donc, un étranger qui arrive d'un autre pays, s'intéresse à la culture, parle la langue, let's go. Et on a fini par faire 2 ou 3 festivals de musique ensemble. On a fait des voyages dans le sud du pays, autour. Et juste avant que je quitte la Corée, on avait planifié un voyage de pêche. On est sorti encore de très, très, très belles connaissances avec des gens qui, autrement, je n'aurais jamais de la vie, pu rencontrer si j'aurais pas osé apprendre la langue, réussi à le faire et aussi osé à parler à des étrangers, à des inconnus. C'est ça. Et du coup, l'apprentissage de la langue, c'est venu du fait que tu étais en contact avec des personnes, forcément, j'imagine. Est-ce que tu as pris aussi des cours en plus? Comment est-ce que tu as fait? J'ai quand même appris plusieurs langues au cours de ma vie. Et pour moi, aller en Corée, c'était un peu un défi, comme on avait parlé un peu tantôt. C'était un peu le défi de pouvoir apprendre une langue utilisant les techniques que j'avais développées au fur des années pour apprendre une langue qui n'avait aucun point de repère. Donc, une langue que je devrais apprendre de zéro. Et donc, ce qui m'a beaucoup aidé et ce qui m'a beaucoup attiré à la Corée, en fait, c'était qu'il y a un alphabet. C'est comme pour les Occidentaux, on voit ça et on dirait des caractères bizarres, asiatiques. Mais en fait, c'est un alphabet phonétique qui s'apprend très facilement, qui a en fait été créé
il y a 400-500 ans, pour que ça soit facile à apprendre. Et donc, C'est marrant, ça. ouais, c'est genre, si tu veux, je peux te l'enseigner dans une demi-heure, une heure, si tu veux, si ça t'intéresse vraiment. Ah oui, c'est Ouais, incroyable. ouais, c'est facile. Le montant de fois où j'ai enseigné à lire le coréen sur un napkin au restaurant, c'est innombrable. Mais bref, j'ai appris à lire et à écrire, ce qui a beaucoup aidé. Et en arrivant, je lisais tout ce qu'il y avait. Des pancartes, enseignes, brochures, menus au restaurant. Si je savais pas ce que c'était, au restaurant par exemple, je l'en commandais un. Donc j'arrivais à lire phonétiquement, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Donc j'arrive et je vois et ça dit japchae. Je sais pas c'est quoi, mais je sais que si je le commande, ils vont me l'apporter et je veux savoir c'est quoi. On peut avoir de mauvaises surprises, du coup. Bah le truc c'est d'être ouvert d'esprit. C'est ça. Mais genre Faut aimer les surprises. ouais, il faut aimer les surprises, exactement, il faut aimer les surprises. Mais c'est ce que j'ai fait en général dans tous les pays où j'ai voyagé. J'arrive, je sais pas c'est quoi, je le commande, là je sais c'est quoi. Ouais, le pire qui peut se passer, c'est que j'aime pas ça et j'ai gaspillé une quinzaine de dollars. Bouf. Pas la fin du monde. Le mieux qui peut se passer, c'est que j'apprends. Et généralement, ce qui se passait, c'est que je commandais des trucs que je connaissais pas. Donc, la serveuse, elle me regarde. Tu sais c'est quoi? Non, donnez-moi là. Et ils ont toujours surpris. Souvent, les gens de la cuisine vont sortir pour me regarder manger le repas. Ah ouais, carrément. Parce que la Corée, ils ont des repas assez différents. Comme je te parlais un peu tantôt, c'est des repas collectifs, mais aussi c'est beaucoup de fruits de mer qu'on connaît pas. Des poires de mer, je sais pas c'est quoi. Ou des pieuvres encore en vie. Ou des ragoûts d'intestin, ou des trucs comme ça, genre. Sympa, ça fait rêver en tout cas le nom. Bah, genre, traduit comme ça, c'est pas très bon. Le nom, c'est pas très bon, mais en fait, c'est excellent. Mais c'est le genre de choses qu'il faut s'habituer à... Il faut s'attendre à ce que ça soit différent. Bien sûr. Mais aussi, je me dis toujours que si une personne a fait un tel repas pour probablement ses amis, j'imagine que c'est une dame qui a fait un repas pour sa famille et ses amis, et c'est assez bon pour que eux ils disent « Waouh, tu devrais ouvrir un restaurant », je me dis que ça doit être assez bon pour vendre. Et avant qu'ils vendent au restaurant, il y a au moins 4 ou 5 personnes qui l'ont déjà mangé. Et s'ils l'ont mangé, c'est bon. OK, ça devrait être assez bon pour moi aussi. Et si le restaurant est encore ouvert, ça veut dire que c'est assez bon pour que ça soit encore là. C'est ça. Donc je me dis que catégoriquement, tout ce qu'il y a là est bon. La seule différence entre moi l'aimer et ne pas l'aimer, c'est mon ouverture d'esprit et vouloir me mettre à vouloir l'apprécier, quoi. Exactement. Tu es resté 2 ans au total en Corée, c'est ça à peu près? Presque 3 ans. Presque 3 ans. Donc tu as fait la première année donc dans une école avec des enfants. Ouais. Deuxième année, du coup, tu as donné des cours à des plus grands. Ouais. Et comment est-ce que toi, t'as commencé à du coup créer des voyages? Comment ça s'est passé tout ça en fait? C'est que la Corée, c'est pas un pays facile à vivre. Dans le sens que même Google Maps fonctionne pas en Corée. C'est fou ça, ouais. Donc, genre, souvent quand je vais voyager quelque part, j'ouvre Google Maps et je regarde, Ah ok, oui. ça a l'air bon, ok, da. Mais là, l'alphabet est différent, les cartes fonctionnent pas, Google n'a aucune information, quoi que ce soit, les gens, les locaux ne parlent presque pas ma langue, et la manière de fonctionner et d'opérer en général est totalement différente. Donc, quoi faire? Et si tu reçois le menu en coréen ou en anglais même, une traduction, c'est genre ragoût d'intestin avec pieuvre moitié mangée, genre je sais pas, c'est comme des traductions atroces. C'est ça, ouais. Ça t'aide pas beaucoup, ouais. Ouais, c'est ça. Donc j'ai eu justement après quelques mois, je me sentais quand même déjà assez bien à l'aise dans la langue, je me débrouillais, j'avais des amis, je connaissais des trucs que même les Coréens eux-mêmes avaient jamais vu un étranger qui connaissait ça. Et puis j'avais vite remarqué que bref, en connaissant la culture, la langue, quelques expressions, les gens sont très vite à t'inviter à souper avec eux ou à faire des expériences avec eux parce que pour la plupart, c'est leur première expérience à parler à un étranger. Genre, Ah wow, ouais. les Blancs, c'est juste à la télé. C'est incroyable. Genre, on regarde Marvel. Ouais.
Genre, j'avais des cheveux longs à ce temps-là, donc j'avais des cheveux longs et tout le monde me disait ah, c'est Thor! Ah oui, carrément. Donc, pour eux, c'était waouh, j'ai l'occasion de parler avec Thor. Et en plus, il parle coréen. Et il aime mon plat préféré. Donc, c'est ça. Après quelques mois, j'ai eu justement un ami qui est venu du Canada pour aller venir me visiter. En fait, il faisait un voyage d'affaires. Il s'était arrangé pour faire un voyage d'affaires en Corée. Et ils avaient besoin, ben, il avait besoin de faire des contacts, de connaître des gens. Mais plus il avait des allergies, c'était important pour que il puisse aller au restaurant et dire au serveur, ah, je suis allergique à telle chose. Est-ce que ce repas contient telle chose? Donc, fallait que je l'aide, justement, je l'accompagne. Et j'ai tellement aimé ce processus de montrer à mon ami tel plat que j'ai découvert ou de présenter tel ami que j'ai rencontré ou d'aller à une montagne, visiter tel temple éloigné. Toutes des choses que moi j'avais vécues, que la plupart des étrangers qui avaient vécu en Corée depuis 15 ans déjà ne connaissaient même pas. J'avais tellement eu un tel plaisir de faire ça que lui en a parlé à d'autres amis qui sont venus, qui sont revenus. J'ai des amis qui sont venus en Corée me visiter 2 fois même. Et au final, j'avais probablement 5 ou 6 différents groupes de personnes qui m'ont référé à d'autres amis que je connaissais même pas, que j'ai fini par... Dans ma première année, j'avais déjà eu, je sais pas, 7 visites environ, et des visites de 1 ou 2 semaines où c'était travail, et aussitôt que je terminais le travail, on allait au resto goûter un truc insolite. Ouais. Donc des pieds de porc ou des intestins de vache ou des trucs bizarres, mais qui finalement sont très bons en fait. Et donc, ouais, c'est ça. Donc c'est à force de le vivre et de vivre le malaise dont je parlais tantôt, de vraiment vivre le malaise et de voir à quel point les gens pouvaient arriver et très rapidement avoir une expérience profonde, immersée, qu'ils n'auraient jamais pu avoir sinon. J'ai bien aimé. C'est ça, c'est donc leur proposer de découvrir la Corée, mais authentique, quoi. Ouais, 100%. 100%. C'est ça. Donc c'est vraiment le plaisir au début de faire découvrir toi, en gros, ce que tu avais vu à travers tes yeux, quoi. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. On peut, genre, c'est tellement différent. J'ai un peu l'image en tête de, j'ai vu une vidéo YouTube il y a quelques semaines, c'est un bébé qui voit un arc-en-ciel pour la première fois. Et tu vois ses yeux grands comme la lune. Waouh! Gros sourire, il rit. C'est pas pourquoi il rit, mais c'est waouh! Des couleurs! Et c'est un peu comme ça. Genre, si t'arrivais en Corée tout seul et tu savais pas ce que tu ferais, tu finirais par aller à quelques endroits touristiques, manger la nourriture touristique, tu vas au McDo 3, 4 fois et tu reviens, t'as rien compris. Tandis que si t'as quelqu'un qui peut te montrer et te présenter des gens, aller à des endroits où t'es assis par terre dans une ruelle à boire un coup avec des vieilles dames de 70 ans, c'est là la vraie expérience. C'est là où tu vas connaître des gens. C'est là où tu vas revenir ayant vraiment eu l'expérience de ce que c'est la Corée. Pas juste la surface. Et alors, du coup, t'as fait ça pendant combien de temps, organiser les voyages comme ça? Probablement, ben, de manière informelle, 2 ans et demi. Ah oui, quand même. mais un peu plus officiellement, environ 1 an. Ma dernière année, quand je vivais à Séoul, c'était un peu C'est plus quoi, t'as facile. monté vraiment ton entreprise? Comment ça s'est passé? Ouais, c'était une petite entreprise. J'ai pas vraiment gagné beaucoup de sous parce que Mhm. j'étais tellement passionné par vivre les expériences que ce que les gens me donnaient, je dépensais pour qu'ils vivent des meilleures expériences. Ah, hein. Donc, ouais, final, c'est ça. C'était pour l'expérience, pour vivre, pour partager, pour créer ce sentiment d'appartenance, de construire des ponts pour des gens qui auront probablement qu'une opportunité de vivre une telle chose. Et donc aujourd'hui, t'es coach en langue, Ouais, donc c'est ça. que en anglais? Ouais, c'est ça. À présent, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent et disent ah je veux parler français, je veux parler espagnol, je veux parler allemand, mais pour l'instant Tu te concentres sur l'anglais. Et ouais alors donc ça, c'est venu, bon, j'ai envie de dire, ça vient forcément bah, de ton métier à la base, puisque tu
tu t'enseignais l'anglais, hein. Exactement, exactement. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, des Coréens, des Asiatiques, des Européens même, qui arrivent en particulier aux États-Unis et genre, ils arrivent, ils se disent, ah, je vais avoir la vraie expérience américaine, je vais travailler pour une compagnie américaine, je vais me faire des amis américains, je vais retourner en France avec un bon anglais américain. Et ils finissent par traîner avec des Français et après 4 ou 5 ans, genre, la première chose que les gens disent quand ils les rencontrent, ils disent, ah, you're French! Même s'ils ont vécu à New York depuis 2006, les gens remarquent tout de suite qu'ils sont français et bref, quand tu veux aller dans des endroits où ils sont un peu plus, je dirais, moins fréquentés par des étrangers, tu vas pas nécessairement avoir le même niveau de patience. Les gens vont pas tout à fait être aussi rapides de t'accueillir, de parler avec toi. Ça met une barrière aussi, j'ai l'impression. Exactement. J'ai souvent vécu la barrière de la langue quand j'ai vécu dans plusieurs pays et ça me mettait toujours mal à l'aise. Je voulais vraiment pouvoir connecter avec des gens humains à humains, pas étrangers à personne locale. Et ce que je cherche vraiment à faire, c'est de construire des ponts pour que les gens puissent défaire cette barrière, de pouvoir communiquer et se sentir aussi grand et à l'aise en français ou en japonais, peu importe, qu'en anglais. Et du coup, ça, ce que tu fais, enfin, tu le fais depuis combien de temps maintenant, là? J'enseigne l'anglais depuis 4 ans environ. Et ouais, à mon compte, ça va faire 1 an et demi environ que je fais ça. Donc ça vient vraiment aussi quand même de ce que tu as vécu en Corée. Tu nous en parlais vraiment au début, cette histoire de barrière de la langue, et j'ai l'impression que ça découle quand même pas mal de cette expérience aussi, quoi. Oui, 100%. C'est à force de pouvoir vivre moi-même ce que les gens n'auraient pas pu vivre. C'est vraiment un désir profond de pouvoir permettre aux autres de faire la même chose. Et du coup, on a vachement parlé de ce que ça t'avait apporté professionnellement, puisque maintenant tu travailles à ton compte, etc. Mhm. Mais du coup, plus personnellement, qu'est-ce que tu penses que ça a nourri chez toi, ce voyage en Corée? Wow. Pour moi, c'était vraiment une confirmation que, au final, qu'on soit blanc, noir, asiatique, indien, peu importe, genre, on a vraiment tous les mêmes intérêts. On veut vivre notre belle vie. Tout le monde aime manger, boire, rire. Et les gens, fondamentalement, quand ils comprennent qu'on est pareil et qu'on s'intéresse à eux, les gens vont s'intéresser à toi. Et les gens veulent avoir une connexion vraiment humaine avec toi. C'était quelque chose que j'avais compris auparavant un petit peu, mais c'était en me dépaysageant totalement que j'ai appris que, au final, c'est tout pareil. Et bah, du coup, on va arriver à la dernière question de notre échange. Bah, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes bah, un peu comme toi, tu vois, après leurs études, qui ont envie de tenter une expérience à l'étranger, mais qui auraient peut-être peur? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager à sauter le pas, tout simplement? Oh, allez-y 100%, mais mettez-vous à fond pour apprendre la langue. Mettez-vous à fond pour apprendre la langue, la culture et intéressez-vous profondément à ce que la culture, le pays peut vous offrir. Résistez au piège de traîner avec des gens qui sont semblables à vous. Si vous avez peur de le faire, excellent. Utilisez cette peur comme carburant pour vous propulser encore plus loin. Il y a tellement d'occasions où j'avais tellement peur. J'ai dit non au mariage. J'ai dit non à faire plein de trucs. Et justement, c'est la peur d'être malaisé qui m'a poussé à travailler plus fort pour apprendre la langue, pour en savoir plus sur la culture, pour savoir les bonnes questions, pour sortir de ma zone de confort. Et c'est chacune de ces choses-là qui a fait toute la différence et qui m'a permis de vraiment vivre la vie au maximum. Et chaque personne que je rencontre, j'encourage à faire 100% la même chose. Donc, pour ceux qui veulent tenter le pas, qui ont peur de le faire, allez-y, étudiez, pratiquez et go for it. C'est en le faisant qu'on grandit.
Bah écoute, merci beaucoup pour cette magnifique conclusion. C'était vraiment super ce que tu nous as dit, cet échange. Je suis vraiment ravie que tu aies pris le temps d'échanger avec moi sur ta belle expérience. Et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bye! C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.